Bonjour les amis, nous sommes l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu particulier. On a déjà fait deux vidéos de ce type. Une où on classait les 7 merveilles du monde et une où on choisissait 10 livres qui nous ont marqués. Cette fois, c'est les peintures qu'on va noter. 10 peintures qui nous ont marqués. Pour vous expliquer le concept un peu plus précisément. Donc on a choisi chacun 10 peintures qui nous ont marqués. Marquer, ça ne veut pas forcément dire positivement. Vous allez comprendre. L'autre ne connaît pas notre choix. Donc je ne connais pas ces 10 peintures, il ne connaît pas les miennes. Donc si c'est moi qui commence, par exemple, donc je vais lui présenter une peinture que j'ai choisie, il ne la connaît pas, il va la commenter. Moi, je vais aussi la commenter, dire des précisions dessus, et ainsi de suite. On n'a pas d'ordre ou de règles vraiment précises. On a décidé d'abord de varier les styles dans nos choix, et pas d'être tous dans le même style pictural. On a décidé aussi de choisir 5 peintures qu'on aimait bien, 3 qu'on n'aimait pas, et 2 bonus, wildcard on va dire. C'est donc moi qui vais commencer à présenter les peintures que j'ai choisies à Sévan. J'en ai choisi 10 donc. Il ne les connaît pas. Je précise que je ne parlerai ni de Raphaël ni de Léonard de Vinci, vu que j'ai déjà dédié 2 vidéos à ces deux artistes, que j'aime beaucoup, mais voilà, je pense que c'est plus intéressant, et pour moi et pour vous, de parler d'autres œuvres. Donc voilà, on va commencer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que l'on vous présente, ça nous récompense beaucoup. Première peinture que j'ai choisie, je vais te la montrer, Sévan, sur mon ordinateur. Hop, il s'agit de la Vénus d'Urbain de Titien, donc qui est une peinture qui date de la Renaissance. Titien, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est un des grands maîtres de la Renaissance, parfois qui est même accolé au nom de Raphaël, de Léonard de Vinci, de Michel-Ange. Il est un peu moins connu, mais voilà, ses œuvres sont tout aussi magnifiques. Moi, j'adore cette peinture. Évidemment, on vous mettra toutes ces images en post-prod. Voilà, ce que j'adore, moi, dans cette peinture, dans le style de Titien et dans le mouvement pictural de la Renaissance, de manière générale, c'est les couleurs utilisées, le style, l'art de la perspective qui n'existe pas vraiment, ou en tout cas qui est beaucoup moins maîtrisé au Moyen-Âge. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Je vous présente brièvement l'œuvre. On voit Vénus allongée sur son lit, entièrement nue. On voit 2 servantes en arrière-plan, on imagine que c'est des servantes en tout cas. Et voilà, on voit un petit chien également à ses pieds. Et on est vraisemblablement dans un palais typique de la Renaissance. Voilà, on le voit un petit peu aux ornements sur les murs, à la literie également. Chose intéressante, c'est que du coup, on s'est renseigné un petit peu sur les œuvres dont on parle, et ce type de peinture, avec des femmes voilà, dénudées, dans des poses un peu lascives, était utilisé à l'époque, affiché dans les chambres à coucher pour que les époux aient plus de désir l'un envers l'autre, et afficher le beau dans une chambre à coucher, c'était aussi permettre à la femme d'enfanter le beau, et donc de faire un enfant voilà, qui serait beau et qui à l'image de cette peinture. C'était un peu le porno de l'époque. Un peu, voilà. Il y a, comme souvent avec ce type d'œuvre, il y a des théories, des hypothèses sur le pourquoi du comment. Donc certains pensent qu'il s'agit d'une scène de masturbation. Moi, je ne pense pas. Voilà, c'est surtout évidemment le fait que Vénus soit dénudée et la position de sa main qui peut faire penser que... Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Contrairement, par exemple, au célèbre tableau d'Édouard Manet, Olympia, qui est, je vous l'afficherai également, qui est très clairement inspiré de la Vénus de Titien, et qui là, pour le coup, a beaucoup choqué à son époque parce que elle représenterait vraisemblablement une prostituée. Qui regarde directement le spectateur, alors que Vénus est une figure mythologique. Voilà, ça n'a pas forcément le même sens. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Moi, ce qui me frappe d'abord dans ce tableau, c'est la beauté, c'est le décor, la beauté de cette femme, le petit soleil couchant qu'on peut apercevoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté, t'as les deux côtés du tableau. Le premier plan, avec cette femme qui est vraiment bien mise en valeur, avec le chien, le lit. Et vraiment le fond qui est pas du tout laissé de côté, qui donne une bonne ambiance au tableau, avec ce
ce soleil couchant, on dirait, ces pots de fleurs, j'ai l'impression, les deux servantes, les tapisseries au mur. Ça donne envie d'habiter dans cette maison. Ouais, clairement, très clairement dans ce magnifique palais. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu du tableau de Manet, Olympia, mais la Vénus d'Urbain du Titien a été reprise maintes et maintes fois. Elle a servi de référence à beaucoup d'artistes. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire, si ce n'est que j'adore ce tableau. C'est le seul de la période Renaissance dont je vais vraiment parler. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des vidéos sur De Vinci, sur Raphaël, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. On peut passer à la seconde. Le pêcheur en mer de William Turner. Donc une œuvre de 1796, à la fois réaliste et romantique. Alors déjà, j'aime beaucoup Turner. J'aime beaucoup William Turner, c'est un de mes peintres préférés. J'aime toutes ses œuvres. Vraiment, je trouve qu'il y a un... Je saurais pas exactement comment expliquer, on n'a pas forcément le vocabulaire précis, mais j'aime beaucoup William Turner. Voilà, là je me répète. C'est vraiment cette œuvre-là en particulier qui m'a touché. Alors déjà, vous allez peut-être vous en rendre compte rapidement, j'aime beaucoup les trucs inquiétants, sombres, nocturnes, ce genre d'ambiance, j'aime beaucoup. Donc celle-là, forcément, la situation, le ciel noir, la petite éclaircie de la lune, la mer qu'on devine agitée, le bateau seul en mer, tout seul, vraiment, la solitude. On devine aussi des petits rocailles, rapidement, des petites roches sur lesquelles le bateau pourrait s'écraser. Et c'est donc couler. Une notion de danger, du coup, en plus de l'isolement. En plus de tout ce qui se passe dans cette peinture. Donc oui, voilà, alors vraiment, la lune, c'est peut-être l'élément central de ce tableau, en tout cas l'élément le plus beau de ce tableau. Elle est vraiment superbement mise en valeur. Voilà, vous avez les nuages noirs partout. On devine que c'est vraiment la nuit noire. Et vous avez cette petite éclaircie qui du coup éclaire la mer, éclaire vraiment le bateau, pile poil le bateau. On a cette image des naufragés, hein, le bateau, tout seul au milieu de la mer. C'est vraiment cette image des héros seuls face à l'adversité, seuls face à l'immensité. Ils sont tout seuls en pleine mer. Le tableau est beau, mais la situation n'est pas belle, clairement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce tableau, c'est peut-être ça aussi qui t'a plu, c'est la notion de ce qu'on appelle le clair-obscur. Donc voilà, le tableau qui est plongé dans le noir, éclairé par une seule source de lumière. Bizarrement, là, c'est pas quelque chose dont je suis toujours friand en peinture, parce que c'est notamment quelque chose qui est beaucoup utilisé au XVIIe siècle avec le Caravage, etc. Ouais. Mais bon, si je me trompe pas, William Turner, c'est 19e. Ouais, c'est après. 19e siècle. Je préfère ce type de clair-obscur. Effectivement, c'est magnifique comme œuvre. Et encore une fois, j'aurais pu en choisir d'autres, on vous en mettra peut-être en post-prod, de William Turner. C'est vraiment celle que je trouve la plus belle, mais il y en a d'autres qui sont tout autant extraordinaires et tout autant remplies de vie. Il y a toujours, enfin en tout cas très souvent, de l'action dans les peintures de Turner. Il se passe quelque chose, vraiment, c'est pas immobile. Pour ma deuxième œuvre, j'ai choisi une peinture que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, tu vas très vite comprendre pourquoi. Il s'agit de la Ceinture jaune de Pablo Picasso. Je vais te la montrer tout de suite, si tu vois pas de quoi il s'agit. Ouais, exact. Ah, ok. Voilà. Ouais. C'est pareil, hein, comme pour William Turner, mais dans l'autre sens, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Picasso, c'est vraiment un artiste. Spoiler, je l'ai pas mis, mais j'ai hésité moi aussi dans celle que j'aime pas. C'est typiquement tout ce que je déteste. C'est laid, ça n'a pas de... Tu verras dans mon top qu'il y a pire. Mais c'est vrai que c'est pas beau. Pire que ça, oui, il y a pire. Mais c'est pas beau. Voilà, donc j'ai pas... Je pense que j'ai pas besoin d'expliciter pourquoi j'aime pas cette œuvre. Ce qui me plaît dans l'art pictural notamment, c'est le beau. C'est d'être frappé tout d'abord par la beauté de l'œuvre, avant même de comprendre voilà, ce qui se passe. Alors là, en plus, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est la représentation d'une femme qui s'appellerait apparemment Marie-Thérèse Walter, mais bon, va la reconnaître... En plus, c'est une femme, ouais, c'est vite dit, hein, ça pourrait être Titeuf, mais... Ouais. Exactement, non mais bon, voilà, le cubisme, je... Mais on va en parler tout de suite, parce que je comptais l'aborder aussi assez rapidement.
C'est vrai que moi, la notion d'art, je pense qu'il a la même, c'est la recherche du beau. Alors après, chacun a sa vision de ce qui est beau, de ce qui n'est pas beau, bien sûr. Mais c'est tout de même cette exigence de la recherche du beau, essayer de faire quelque chose que l'on trouve beau et que les gens vont trouver beau. Et là, on n'y est pas, clairement. Il n'a pas essayé de faire quelque chose de beau. Et dans d'autres œuvres que moi je vais présenter, c'est encore pire sur ce sujet-là. Mais là, ouais, c'est pas... Exactement, et même dans le lait, en fait, même si on regarde chez Picasso, dans des œuvres typiquement cubistes, on prend Guernica par exemple, bon, c'est tout aussi laid, mais bon, moi il y a quelque chose à en tirer. Oui, il y a quelque chose, Voilà, il y a un thème, j'avoue que j'apprécie pas non plus, mais... Il y a un thème, il y a quelque chose à regarder, ouais. Là, bon, voilà, c'est un portrait... Alors, je sais pas, j'espère que j'ai pas spoilé, je sais pas si tu as mis du Salvador Dali. Oui. Ok. Bon, on en parlera à ce moment-là. Okay. J'en ai mis une, voilà. Voilà, non, donc moi, globalement, j'aime pas le cubisme, j'aime pas Picasso, néanmoins, il y a certaines œuvres qui ne sont pas réalistes, mais qui peuvent me plaire. Je pense notamment à la jeune fille à la mandoline donc, de Picasso. Ouais. Voilà, c'est spécial, faut apprécier, mais je trouve ça beaucoup moins laid. Oui, dans ce style-là, c'est pas mal. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me plaît, dans les couleurs, dans les formes. Voilà, comme quoi, Picasso n'a pas fait que du lait, mais là, bon, là en l'occurrence, la ceinture jaune, c'est tout ce que je n'aime pas en peinture. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que c'est pas mon dada. Voilà. Ok, tu vois, oui. Hugo Steiner Prague. Alors, c'est pas vraiment un peintre, c'est un illustrateur. C'est un Allemand qui a notamment travaillé sur le Golem, l'illustration du roman Le Golem, de Gustav Meyrink, il me semble. On corrigera si c'est pas ça. J'ai connu donc Hugo Steiner Prague par le film Nosferatu, donc celui de 1922, qui est libre d'accès, et dont on a fait une vidéo d'ailleurs, si vous voulez aller la voir. Elle est très bien. J'ai connu son travail... alors, il n'a pas directement travaillé sur le film, mais l'apparence du vampire, de Nosferatu, donc de Dracula, est directement inspirée de son travail. Donc, celle que j'ai choisie, c'est pas forcément une œuvre extraordinaire ou que j'adore, mais qui est vraiment représentative de son travail. C'est In the Ghetto, donc dans le ghetto. On retrouve vraiment cet univers... sombre, inquiétant, donc c'est pas du tout comme la peinture d'avant, mais voilà, c'est un peu ce style-là que j'affectionne. On n'aimerait pas habiter dans cette ville, hein. Très clairement, c'est vraiment le romantisme, enfin, je sais pas si on peut dire romantisme, mais c'est plus, voilà, le fantastique, un peu surnaturel, qu'on pourrait retrouver dans des œuvres comme Edgar Allan Poe, ou justement le Dracula de Bram Stoker. On a vraiment, voilà, cette vieille femme, ou ce vieil homme à gauche. On ne sait pas exactement ce qu'il fait. Les décors qui sont un peu monstrueux, quoi. On a vraiment l'impression qu'elles sont un peu plus grandes qu'en vrai. C'est crade, c'est sale. T'as cette impression de grandeur aussi qui fait un peu étouffement. J'apprécie vraiment cet univers. C'est un artiste assez méconnu. Il n'a même pas de fiche Wikipédia en français. Mais voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil à ce qu'il fait, n'hésitez pas, il y a vraiment des trucs intéressants. Effectivement, c'est drôle, on en avait parlé du coup dans notre vidéo sur Nosferatu, et j'ai pensé à le mettre dans le top, dans mon top, ouais. Choix, ouais. Parce que c'est vrai que c'est un artiste très atypique, assez méconnu, et j'aime beaucoup ce style qu'il a de rendre organique un peu toute chose en fait qu'il représente, que ce soit les bâtiments, les personnages, l'environnement, le décor dans lequel il plonge ses personnages. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'a pas une carrière très prolifique, malheureusement. C'est un peu dommage. Alors, il y a peut-être une œuvre que tu pourras mettre en post-prod. C'est une forêt. Je sais pas si tu vois de quoi, laquelle. Oui. Une forêt, vraiment. On a vraiment les arbres qui sont pas au milieu de la route, mais on a une route tracée vers une maison, un château. Et on a vraiment la route avec les arbres tout autour. C'est assez effrayant, on se croirait dans un conte de Disney un peu horrifique. Donc voilà, c'est un petit bonus, hein. Ça ferait pas partie d'un top si je devais faire un top, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà, je voulais présenter son travail.
troisième œuvre que je vais présenter à Sévan et que je vais vous présenter. Alors là, je vais essayer de te laisser deviner. Je vais pas te faire attendre trop longtemps, mais voici la peinture que j'ai choisie. En plus, ça correspond à peu près à ce que tu peux aimer. Est-ce que t'as une idée de qui peut avoir peint cette toile? Non, mais non. On dirait un truc assez récent, mais... Alors, ça date du 19e siècle, et c'est un peintre... alors, c'est pas totalement un peintre, qui s'appelle Victor Hugo. Voilà, parce qu'il faut savoir que Victor Hugo a peint de nombreuses toiles. J'adore cette toile qui s'appelle le Burg ou le Bourg à la croix. Je ne sais pas très bien comment ça se prononce, vous me reprendrez si vous le savez. Voilà, et j'aime beaucoup cette peinture. C'est une de ses peintures majeures, hein, où il a fait des choses beaucoup plus anecdotiques. Et j'aime beaucoup cette peinture parce que c'est vraiment la représentation graphique de sa poésie, de sa mélancolie qu'on peut retrouver dans les contemplations ou de nombreux recueils de poèmes, ou même dans certains de ses romans. Voilà, on trouve un peu dans cette toile les souvenirs de l'auteur, donc que ce soit voilà, tout ce qu'il a pu voir en Europe, les châteaux d'Espagne, les rives du Rhin, tout ça dans une ambiance mélancolique et éclairée par, semble-t-il, la lune, un clair de lune. Voilà, donc c'est vraiment une ambiance un peu fantasmagorique que j'aime beaucoup, qui fait un peu penser aux œuvres que t'as présentées. C'est drôle parce que en tant que joueur de jeux vidéo, cette œuvre, elle me fait penser notamment au décor de Dark Souls, de l'univers des Dark Souls, voilà, très sombre, où on ressent vraiment la solitude, la pénombre, la noirceur d'un monde. Et voilà, j'aime beaucoup, je voulais la mettre, et surtout parce que voilà, c'est drôle que ce soit Victor Hugo qui ait peint ça. Il a peint vraiment de très belles toiles, je trouve, et celle-là, c'est ma préférée. Voilà, juste, j'avais noté également que le calvaire qu'on voit au premier plan est inspiré d'une croix que possédait Victor Hugo. Voilà, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter. Pas vraiment, mais ouais, ça fait vraiment ambiance vraiment sombre. Donc j'avoue que j'aime plutôt bien. Je vais te montrer ma troisième œuvre tout de suite. Voilà. Okay. Donc Big Peace, grosse pisse, hein, de Georges Basselist. C'est pas beau. Hein, c'est vraiment moche. C'est un des tableaux les... Tu vois, par rapport à Picasso, je trouve que Picasso c'est mieux. Ouais. Bah là ça fait vraiment gribouillage d'enfant. Ouais, et puis c'est moche, enfin c'est vraiment... Là on est... Donc, j'avais pas pensé qu'il ferait aussitôt un petit point sur la beauté dans l'art, etc. Mais c'est à ce moment-là que moi je voulais l'aborder. Vraiment, là il y a vraiment la recherche du moche, quoi. C'est vraiment, c'est pas beau, personne ne peut trouver ça beau, franchement. Peut-être que vous trouvez ça intéressant, parce que ça montre, je ne sais pas, ou ça dénonce, je ne sais pas quoi non plus, mais voilà, c'est le néo-expressionnisme. Et bah c'est un gamin qui fait pipi, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer, bon, visuellement c'est laid, donc c'est quoi, c'est un enfant qui fait pipi Ouais, on sait même pas sur quoi, tu vois, la trace bleue, est-ce que c'est le sol, est-ce qu'il est dans l'eau? Dites-nous si vous appréciez ce genre d'œuvre ou au contraire si comme je sais même pas, à côté on dirait qu'il y a une tête de... On dirait une tête de mort, ouais. Je comprends pas très bien. Ouais. C'est pas beau. Alors oui, vous nous direz peut-être, on peut pas juger, tout est subjectif. Moi je vais juger un peu dans cette vidéo et c'est pas beau. Non, clairement. Quatrième œuvre, et là on change totalement de style. Je vais te parler de La Charmeuse de serpent d'Henri Rousseau. Hop. Alors je ne sais pas si tu as déjà vu cette œuvre. Elle fait partie de ce qu'on appelle du mouvement pictural qu'on appelle l'art naïf, qui du coup s'exempte des règles classiques de l'art pictural. Et pourtant j'arrive à trouver une certaine beauté dans ce tableau. Que ce soit le contre-jour, voilà, cette femme qui est vraiment prise en contre-jour. Et d'ailleurs, on ne peut pas distinguer si cette femme
est noir de peau, ou si c'est simplement la lumière de la lune qui vient faire contre-jour, justement. Le fait qu'on ne distingue que ces yeux qui brillent dans la nuit, et en même temps c'est la nuit, et le tableau est quand même bien éclairé. Voilà, on voit cette forêt dense, cet univers un peu fantastique, dangereux même, avec les serpents qui certes sont charmés, mais voilà, hein, ce sont peut-être des serpents dangereux, et en même temps il se dégage une certaine douceur de ce tableau, avec l'eau qui est très paisible, la lune. Il me fait beaucoup penser aux planches de Max et les Maxi Monstres. Ça m'a fait penser à ça tout de suite aussi. Voilà. Sauf que voilà, ici on est au début du XXe siècle. Ces univers en pleine nuit, en pleine forêt, voilà, j'aime beaucoup ce... Moi j'ai toujours aimé les visions un peu de l'exotisme de l'époque. Souvent de personnes qui eux-mêmes n'avaient pas forcément visité les endroits ou les univers dont ils parlent, mais ils en avaient voilà, une vision un peu fantasmée de cette manière-là. Et je trouve que justement, souvent, ils recherchaient le beau. Ils cherchaient à faire rêver, à faire le beau sur ce genre d'univers qu'ils ne connaissaient pas ou dont ils avaient entendu parler. Et là, on a vraiment cette vision, quoi. On aimerait bien aller dans cet endroit, le voir en vrai, ce qui est peut-être aussi beau en vrai que dans la réalité. Mais là, en tout cas, c'est vraiment... ça fait voyager. Et c'est ça qu'on aime bien dans l'art en général. Exactement, et je vous invite à aller regarder d'autres tableaux de cette période, voilà, fin 19e, début 20e, c'est ce qu'on appelle donc l'art naïf. Je vous mettrai peut-être d'autres exemples en post-prod, pas grand-chose de plus à dire. Le Pandémonium de John Martin. Il y a certains tableaux dans ma liste que je connaissais déjà avant de les voir en vrai, c'est ceux que j'ai eu l'occasion de voir dans des musées. Ça fait partie des tableaux que j'ai découverts donc, au Louvre, et je suis tombé dessus, et je suis resté plusieurs minutes devant. Je sais pas si ça t'arrive des fois dans les musées. Il y a un tableau, et il te fascine par la beauté, parce qu'il montre, ça te fait voyager. Donc, il faut savoir que le Pandémonium, c'est une notion qui a été inventée par un écrivain anglais, un poète anglais, John Milton, donc dans un de ses poèmes. Et le Pandémonium, c'est la capitale des enfers. Voilà, le lieu où règne Satan. Et je trouve que c'est exactement ce que montre cette peinture. On voit Satan au premier plan. On pourrait croire qu'il fait apparaître comme ça. En tout cas, c'est la vision que j'aime bien me faire de ce tableau. Qu'il fait apparaître d'un souffle maléfique cet immense château imposant et effrayant. Il y a une mer de lave devant, donc on voit bien qu'on est en enfer, quoi. C'est pas accueillant. Et on devine voilà, toutes les horreurs qu'il peut y avoir dans ce château sombre. On voit derrière, je sais pas si c'est des volcans ou des éclairs, on sait pas exactement. C'est vraiment effrayant, et voilà, j'adore ce type d'œuvre. Effectivement, on retrouve vraiment dans les œuvres que tu présentes une ligne directrice. C'est pas les mêmes époques. Clairement. Du tout, mais c'est pas les mêmes styles. Mais j'avoue que bon, je suis un peu dans ce style-là. Ouais, j'aime beaucoup cette œuvre. Pareil, je la connaissais parce que je l'ai déjà vue en vrai. D'ailleurs, toutes les œuvres qu'on présente, on vous indique où elles sont exposées, mais beaucoup sont exposées en France, donc vraiment n'hésitez pas à aller les voir. Et effectivement, cette toile est vraiment extraordinaire. Ouais, il y a plein de... On voit la grande tour à droite, où on se dit c'est peut-être là que sont cachés les démons. On a les petits interstices en bas, à gauche, tu vois. On a deux traits lumineux rouges, où on se dit est-ce que c'est de la lave, ou est-ce que c'est un monstre qui est tapi à l'intérieur. On dirait vraiment une architecture gréco-romaine. Je pense que c'est les inspirations du peintre. Mais du coup, ça donne au tableau cette impression de grandeur et en même temps de noirceur. J'aime vraiment ce genre d'œuvre qui montre vraiment dans le tableau ce qu'elles veulent représenter. Il a voulu représenter le Pandémonium, la capitale de l'enfer. C'est ça. Aujourd'hui, quand je pense Pandémonium, d'ailleurs quand vous tapez Pandémonium, juste Pandémonium sur internet, vous allez tomber sur cette peinture, directement. C'est aujourd'hui, ça représente le Pandémonium. 5e œuvre que je vais vous présenter. Il s'agit de Saint-Georges et le dragon en forêt d'Albrecht Altdorfer, qui est un peintre allemand. Je vous la montre.
Voici. Alors je ne sais pas si tu connaissais cette œuvre. Cette œuvre, non. Non. Il s'agit en fait d'une peinture d'Albrecht Alldorfer, qui est un représentant, ou même le représentant le plus important du mouvement qu'on a appelé l'école du Danube, donc 16e siècle. On est en pleine Renaissance italienne, mais justement l'école du Danube est un mouvement qui naît en Allemagne d'un mélange de Renaissance italienne et des mouvements hollandais, de peinture hollandaise. Ce style si particulier, voilà, des toiles qui fourmillent de détails. Là, en l'occurrence, le personnage de Saint-Georges, et donc on voit le dragon, il faut discerner, il faut regarder. Je vous invite à regarder l'image plus en détail sur Google ou sur Internet. Et donc voilà, on a Saint-Georges au premier plan, et cette grande forêt qui en fait prend les 3/4 du tableau. C'est ça qui fait l'originalité du tableau, moi j'adore. Voilà, les personnages ne représentent qu'une toute petite partie du tableau. Cette grande forêt et une petite éclaircie, on voit au loin peut-être des champs, des montagnes et le ciel, et un ciel jaune, d'or jaune. Donc voilà, je trouve cette œuvre vraiment très très belle. Et voilà, on voit bien que ici la légende de Saint-Georges qui tue le dragon n'est qu'un prétexte pour l'artiste, pour représenter voilà, ce qu'il voulait faire. Je vous invite, et je vous mettrai également en post-prod, à regarder d'autres œuvres de cet artiste, Albrecht Alldorfer, c'est pas facile à dire, comme notamment la bataille d'Alexandre ou la Nativité, et qui, pareil, voilà, sont des tableaux vraiment grandioses, où voilà, on a souvent des personnages ou des événements au premier plan, qui sont un peu minimisés. Oui, c'est pas eux qui font l'intérêt du tableau. Voilà, exactement. Exactement. Et j'aime beaucoup ce style. Voilà, peut-être que l'artiste a voulu dire que les hommes ne sont rien face à la nature. En tout cas, c'est original. C'est vrai que j'ai pas d'œuvre comme ça, je crois, dans mon classement. C'est original. C'est un style. Voilà, c'est un mouvement qui n'a pas eu énormément d'artistes et qui n'a pas eu non plus beaucoup d'influence. Mais je voulais en parler parce que voilà, ça fait longtemps que je connais cet artiste et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mon 5e tableau, on va sortir un peu de du style que j'ai choisi depuis le début. Donc là, on va être sur la Vierge du chancelier Rollin. Donc, tu connais évidemment ce tableau, il est très connu. Donc c'est le courant des primitifs flamands. Donc j'aime bien ce... Donc Jan van Eyck, le peintre, est l'un des principaux représentants. Les primitifs flamands, ils ont révolutionné la peinture, avec notamment 2 innovations. La peinture à l'huile et le réalisme. Il y a vraiment, quand vous regardez les peintures, donc c'est une peinture qui date de 1435, donc c'est la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance. Il y a vraiment un cap de passé entre ce qui se faisait avant, durant le Moyen-Âge, et ce courant, et ce type de peinture. Il y a vraiment un cap en termes de qualité de l'image, en termes de beauté. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Ce tableau, il est divisé en 3 parties. Je n'ai pas vraiment le vocabulaire de la peinture, mais voilà, 3 plans. Donc le premier, on a le chancelier Rollin qui observe et qui prie, qui se recueille devant l'image de la Vierge, de l'enfant et de l'ange au-dessus. On a un deuxième plan avec 2 personnages qui sont devant un fronton, un ponton, et qui regardent le paysage. Et le 3e plan avec le paysage. C'est 3 dimensions que j'aime beaucoup, quoi. Où que tu regardes dans le tableau, il y a un truc à regarder. L'arrière-plan, j'aime beaucoup. Voilà, on y voit à peu près tout. La ville, les villages, les plaines, les montagnes, les forêts, les fleuves, les ponts, une cathédrale. C'est vraiment éblouissant de voir tout ça d'un coup. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure quand on parlait de la Renaissance. Ce sont vraiment les artistes hollandais, les artistes italiens qui amènent vraiment cette nouveauté de la perspective, qui amène en fait des possibilités infinies, comparé à ce qu'on avait au Moyen-Âge, avec des plans entre guillemets fixes. Ouais, même les habits des deux donc de la Vierge et du chancelier, ils sont vraiment bien mis en valeur, ils sont bien dessinés. Je précise quand même que, bon, je reconnais évidemment, c'est magnifique. Je préfère quand même ce qui se passe un petit peu plus tard en Italie, donc notamment avec Raphaël, Botticelli, etc. Ouais. Là, on est vraiment effectivement à la jonction entre l'art gothique du Moyen-Âge et
la Renaissance italienne. Ce que tu disais, là, le mouvement des primitifs flamands. C'est beau, mais c'est vrai que ça me parle un peu moins. Tu vois. Bah moi, c'est vrai que je voulais un peu changer des autres œuvres que j'ai montrées, et je voulais aussi voilà, souligner la révolution. Quoi. La révolution dans la peinture. Il y a un cap qui a été franchi, et c'est grâce à des artistes comme Jan van Eyck. Pour ma 6e œuvre, je vais parler d'une peinture qui n'a pas de nom. Qui s'appelle Sans titre, comme de nombreuses œuvres, sauf que celle-ci est une des plus connues. Il s'agit de Sans titre, donc de Vassili Kandinsky, une toile abstraite. Je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas. Je vous précise, sur ces notes, il y a marqué donc Centre Georges Pompidou, donc là où elle est exposée. J'ai compris tout de suite. Voilà, c'est... Ouais, effectivement, bon, c'est pas du tout le genre d'art pictural qu'on apprécie. À savoir que cette œuvre est une des œuvres à l'origine de ce qu'on appelle l'art abstrait. Alors j'ai rien contre l'art abstrait, si ce n'est que je trouve rarement ça beau, mais ça ne me déplaît pas toujours, alors que là, en l'occurrence, le sans titre de Kandinsky, je trouve ça laid. Évidemment, je ne comprends pas la logique parce qu'il n'y en a pas, les formes ne sont pas jolies, elles ne m'évoquent rien, il n'y a pas de fil conducteur. Alors je sais que c'est le concept de l'art abstrait, mais voilà, ici rien n'est proposé. Je vous mets un exemple de toile d'art abstrait qui s'appelle également Sans titre de l'artiste Zhao Yuki, que je trouve plus acceptable, plus joli, voilà, il y a quelque chose... il y a une certaine beauté. On a l'impression qu'il y a un paysage, on sait pas exactement ce que c'est, mais... on peut réfléchir sur l'œuvre. On peut réfléchir, on peut trouver une forme de beauté. Exactement. À un moment c'est plus sombre, à un moment c'est plus clair, exactement. De l'eau, on sait pas exactement, mais il y a un truc, alors qu'avant il y a rien, c'est exactement comme je vous ai dit précédemment avec Big Peace. Je vais souvent je suis allé dans ce genre de musée, le musée Pompidou, le musée... De Tokyo, donc des musées d'art moderne, d'art contemporain à Paris. Des œuvres comme ça, on en trouve beaucoup, et c'est vraiment... c'est pas beau, quoi, il n'y a rien. Tu passes devant, tu regardes les descriptions qui sont écrites, c'est des romans, c'est des trucs incroyablement longs pour dire un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu ça qui me dérange dans cette forme d'art, c'est de vouloir donner du sens à une œuvre dont ils ne veulent pas représenter la logique. Donc voilà, vous regardez cette toile, elle n'a pas de logique, c'est de l'art abstrait, c'est abstrait, ok. Qu'on n'essaye pas de me faire croire que c'est profond. Vous pouvez croire qu'on est peut-être un peu méchant, mais bon, moi je pense, on fait partie de ce genre de personnes qui pensent qu'on peut juger vraiment les œuvres, qu'on peut aussi les classer, qu'on peut établir une hiérarchie. Voilà, je suis désolé, mais Raphaël, Jan van Eyck ou d'autres, c'est mieux que ça, ou c'est mieux que Big Peace. Clairement. C'est mieux, c'est tout simplement... c'est au-dessus dans la hiérarchie de l'art. Vous pouvez aimer ce type d'œuvre. D'ailleurs, si vous aimez ce type d'œuvre, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, parce qu'on peut essayer nous aussi de comprendre pourquoi vous aimez. Essayez de ne pas nous mettre des descriptions de musées, des trucs... qui ne veulent rien dire, essayez de nous exprimer avec vos mots pourquoi vous appréciez ce genre d'œuvre. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous regardez ça ? Clairement, nous, on est très ouverts à la discussion, on adore échanger avec vous en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir nous en parler. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire, j'ai mis celle-ci parce que c'est une des œuvres à l'origine de l'art abstrait. Et encore une fois, moi je préfère l'art de la Renaissance ou même le classicisme du XVIIe siècle. Mais j'ai pas de grief en soi contre l'art abstrait, c'est juste que là, effectivement, c'est pas ma came, quoi. 6e œuvre pour ma part, et moi aussi je suis sur quelque chose que je n'aime pas. On s'est pas concerté avant de faire l'ordre, mais il se trouve qu'en 6e j'ai mis aussi quelque chose que je n'apprécie pas. Dust Head de Jean-Michel Basquiat. Dans ce que je n'aime pas en peinture, c'est pas le pire Basquiat. C'est pas le pire. Par exemple, je trouve ça mieux que ce que tu nous as présenté juste avant. Ou que Big Peace que j'ai montré. Oui. C'est mieux. Mais je trouve Basquiat très 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 surestimé.
Vraiment, j'ai du mal à comprendre l'engouement derrière cet artiste. Je connais pas du tout, c'est un artiste qui est plutôt coté, plutôt apprécié. Ah oui, oui. Donc Basquiat, c'est un peintre afro-américain qui a œuvré dans le néo-expressionnisme. Donc là, ce tableau, ça représente 2 toxicos qui prennent de la angel dust. Donc c'est de la poussière d'ange, c'est de la drogue. C'est de la drogue qui faisait des ravages à cette époque, donc dans les années... dans les années 70, quoi, 70-80, et qui provoquait des hallucinations et des réactions violentes. Comme je l'ai dit juste avant, je trouve que Basquiat est surestimé. Je pense que c'est vraiment un effet de mode, du fait de, voilà, c'est le mouvement rap qu'il a un peu porté. Il a été porté par la presse new-yorkaise, le milieu artistique, comme Andy Warhol, il a beaucoup collaboré avec lui, qui m'ont un peu porté comme ça. Alors c'est quand même un peu des dessins d'enfants. Et là, je vous ai pris peut-être celui ou un de ceux que j'apprécie le plus de Basquiat. Voilà, là j'ai vraiment fait en sorte de faire un de ceux qui me paraissait le plus correct, quoi, parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment pas beaux, quoi. C'est vraiment des dessins d'enfants, quoi. Et je vais aussi aborder une notion importante sur l'art en général, pas que sur la peinture. C'est pas parce qu'une œuvre dénonce quelque chose, ou parle de quelque chose d'important, que ça en fait une bonne œuvre, en fait. Là, évidemment, ça parle de la drogue, ça dénonce la drogue. Basquiat, donc, voilà, artiste afro-américain, ça parlait du racisme, de la pauvreté, de l'exclusion, etc. Donc, bon, tu peux te dire c'est des combats nobles, mais c'est pas parce que c'est bien que c'est beau, du coup, ou que la peinture, ou que l'œuvre en soi a une quelconque utilité. Une chanson, elle peut traiter d'un très beau message, c'est pas pour ça que ça en fera une bonne chanson. Hein. Effectivement, peut-être que pour l'usage de drogue, il se dit que le meilleur moyen de représenter ce combat face aux addictions ou les effets de la drogue, c'est de représenter justement une œuvre bordélique. C'est la petite œuvre de Basquiat que je voulais montrer. Bon, vous pouvez aller découvrir un peu le reste de son œuvre. C'est l'une des plus potables, je trouve. Mais voilà, je le mets quand même un peu au-dessus de ce que Shannon nous a présenté avant, ou de Big Peace, enfin de l'art abstrait. Voilà. C'est quand même, au moins, il y a un truc, il y a un sens, on devine quelque chose. Mais bon. Je suis d'accord. Ça vole pas haut non plus. 7e œuvre que je vais vous présenter, il s'agit d'une œuvre un petit peu spéciale puisque c'est l'œuvre d'un illustrateur qui s'appelle Eliran Kantor et l'œuvre s'appelle Infernus. C'est un illustrateur qui a fait énormément de pochettes d'albums de groupes de death metal. Cette pochette d'album en l'occurrence est la pochette d'un groupe qui s'appelle Hate Eternal, que je ne connais pas, je ne me connais pas du tout en métal, en death metal, etc. Mais j'adore le travail de cet artiste. Donc il s'est fait connaître pour ses pochettes d'albums qui sont vraiment magnifiques et qui ont vraiment un style plutôt classique qui peut très bien faire penser à des mouvements du 19e voire du 18e siècle, mais qui n'aurait jamais pu être produite à cette époque parce qu'il aborde des thèmes beaucoup plus sombres, il représente aussi des trucs plus modernes aussi. Là, j'ai l'impression que c'est le champignon atomique, non ? Ça peut effectivement faire penser à ça. On peut voir du coup une espèce d'Icare moderne, voilà, qui se fabrique des ailes avec des pages de livres. Et on voit des personnages qui pourraient être sortis des enfers ou alors qui pourraient justement avoir été touchés par une destruction atomique et qui voudraient donc tous s'échapper comme ça. Voilà, j'adore son style artistique, les thèmes qu'il aborde, etc. Donc je le disais, il allie classicisme et modernité. J'ai choisi cette illustration qui s'appelle Infernus, mais j'aurais pu en choisir plein d'autres. Voilà, je vous en montre quelques autres. On voit celle-là où un chef d'orchestre s'amuse à faire tinter les cloches qui sont accrochées aux pieds de pendus. Voilà, c'est très sombre. Celle-là également qui tourne en dérision la religion, la sainteté. Je crois que j'en avais également une 3e, mais je vous laisserai
regardez sur internet, il en a fait vraiment des tas. Bah dans le genre metal, hard rock metal, vous avez vraiment une tradition de la pochette, vraiment, de vinyle avant, d'album aujourd'hui. Un peu, voilà, un peu original, un peu vraiment esthétique. Alors, vous avez dans certains styles de death ou de thrash metal des pochettes qui sont vraiment repoussantes, hein, vraiment, où il y a beaucoup de sang, beaucoup d'hémoglobine, et où c'est pas toujours de bon goût. Mais là, c'est vrai, bah, celui-là, avec les cloches, les pieds, c'est original, c'est plutôt bien fait. Et bon, il y en a plein d'autres, vous avez qu'à... Même si vous aimez pas le style de musique, vous pouvez apprécier les œuvres, les pochettes, qui sont souvent des œuvres en elles-mêmes. Liran Kantor vend ses œuvres sur son site, donc vierge de tout titre. Et donc ça fait qu'on peut les apprécier d'autant plus. Voilà. Petite parenthèse, j'espère que vous avez vu notre vidéo sur le groupe Mayhem, hein, puisqu'on parlait de pochettes d'albums un peu étranges et de groupes vraiment excentriques. N'hésitez pas à aller la voir. 7e choix pour ma part, et on revient aux fondamentaux. Saturne dévorant un de ses fils de Goya. J'aime beaucoup Goya, j'aurais pu choisir une autre de ses œuvres qui est le Sabbat. Il y a aussi Dos de Mayo. Enfin, il y en a plein, j'aime beaucoup ce peintre. Et bon, bah j'aime évidemment cette peinture. C'est Saturne mangeant un de ses fils. Donc Saturne, c'est l'équivalent romain de Chronos, donc le père des dieux de l'Olympe, le père de Zeus, qui voulait pas donc être... Il y avait une prophétie qui disait que Chronos serait tué par un de ses fils. Et donc, pour éviter ça, il a mangé ses enfants. Donc les Hadès, Poséidon, Déméter, tout ça, il les a mangés. Et c'est Zeus, donc son fils le plus fort, qui l'a vaincu et a libéré ses frères, et en a fait donc les dieux de l'Olympe. Bah ce tableau, il est effrayant, hein. C'est sombre, c'est monstrueux, on a le petit corps en charpie plein de sang, on a le monstre qui est déformé par la folie. Un des points les plus effrayants, je trouve, c'est vraiment le cadre noir derrière. Ça renforce vraiment le côté inquiétant, t'as vraiment l'impression d'être dans les ténèbres et que d'un coup t'as un monstre qui apparaît devant toi, dont ne sait où. J'ai l'impression que l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, pour ceux qui connaissent, peut-être que les titans ont été un peu... peut-être que ça a été un peu une inspiration, ce tableau. J'allais t'en parler, je de pense. l'aspect des titans. Ouais. Et puis le peintre ne nous épargne pas la vision de ce corps totalement déchiqueté. En charpie. Ouais. On reste dans le 19e siècle avec ma 8e œuvre, qui est le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David, donc une des peintures les plus célèbres au monde, une des peintures les plus célèbres du musée du Louvre. Hein. Elle est exposée, en plus elle est immense, ouais. Vraiment très très grande cette œuvre, elle est magistrale. C'est tout ce que j'aime dans le néoclassicisme du début du 19e siècle et du Premier Empire. Voilà, donc Jacques-Louis David était le peintre officiel de Napoléon, et je pense qu'il a bien choisi. Ce tableau est appelé le Sacre de Napoléon, mais il représente en fait le sacre de l'impératrice Joséphine par Napoléon lui-même. Ce tableau est fourmi de détails, il y a plein d'anecdotes sur ce tableau, notamment des personnages qui ont été rajoutés par le peintre à la demande de Napoléon. Je pense notamment à la mère de l'empereur qui ne figurait pas le jour du sacre dans l'église Notre-Dame où se passe le couronnement. Et Napoléon a demandé à rajouter sa mère, qui est, je vous la montrerai. Le fait également que les sœurs de Napoléon ne souhaitaient pas porter la robe de l'impératrice puisqu'elle elle se détestait. Mais Napoléon a insisté pour que ce soit représenté. Donc voilà, c'est très drôle, on voit le pape en arrière-plan, et puis Napoléon dans toute sa splendeur, Notre-Dame qui est magnifique, qui est un décor idéal pour ce genre de scène. Je vous mettrai également deux autres images de portraits de Napoléon qui ont été commandités et réalisés par Jacques-Louis David. Vraiment, c'est un peintre formidable, c'est la quintessence du néoclassicisme. Pas grand chose de plus à dire, c'est beau. Voilà. C'est vrai que c'est beau. C'est une œuvre de propagande claire et nette, hein, mais
Ah oui. Des fois, les œuvres de propagande, eh ben, c'est beau, hein, parce que justement, ils recherchent le beau. Ils ont un objectif. Là, l'objectif, c'est de sacraliser le sacre de Napoléon. Et bah, c'est exactement le cas. On a vraiment un truc absolument incroyable. On se dit, ça devait être quelque chose d'exceptionnel. Alors que peut-être au moment précis, c'était un sacre comme les autres, quoi. Et effectivement, c'est comme ça aussi que les grands personnages fabriquent leur légende. Puis 8e choix pour ma part, et c'est un bonus, la Dame à la licorne de... On ne sait pas vraiment qui, il n'y a pas d'auteur vraiment... Enfin, il y a un auteur, mais on ne le connaît pas. Donc c'est une tapisserie qui se trouve actuellement à Paris, au musée de Cluny, donc près de Saint-Michel. Donc c'est vraiment un style moyenâgeux, et je voulais le souligner, c'est le seul, je pense pas que t'en aies. Non. Et donc moi c'est le seul que j'ai, je voulais rendre hommage donc voilà au style du Moyen-Âge. Alors forcément c'est pas le plus beau en termes vraiment voilà, de qualité esthétique, hein, c'est sûr, surtout par rapport à ton 8e par exemple. Mais j'aime beaucoup la mystique, vraiment tout ce qui... tout l'imaginaire de ces tableaux du Moyen-Âge. Donc là, vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis dans une catégorie un peu spéciale. Déjà parce que c'est une tapisserie, c'est pas vraiment un tableau. Et parce que c'est un hommage à l'ensemble de cette catégorie. Voilà, des œuvres du Moyen-Âge, des tapisseries du Moyen-Âge. À cet imaginaire, à cette mystique, avec le lion, la licorne, les dames, les chevaliers... Vraiment, cette nature qu'on ne sait pas encore bien représenter. J'aime beaucoup le sol, là où c'est un peu la forêt qui est représentée, avec ce noir, et ces animaux qui gambadent partout. C'est un procédé qu'on retrouve dans de nombreuses tapisseries du Moyen-Âge et que j'aime beaucoup. Donc des fois, c'est l'ensemble de la tapisserie qui est comme ça. Alors, donc c'est un ensemble de 6 tapisseries, la Dame à la licorne. Donc il y en a 5 qui représentent les sens. Donc le toucher, la vue, le goût, l'odorat et l'ouïe. Et t'en as un 6e qui représenterait le désir, l'amour, qui serait un peu le 6e sens. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voyait à cette époque. Donc moi, j'aime beaucoup. Je vous invite vraiment à aller au musée de Cluny pour voir cette tapisserie. C'est une pièce, bien sûr, qui est dédiée à ces 6 tapisseries et qui sont vraiment bien mises en valeur. Pour ma 9e œuvre, je vais vous parler d'un peintre très connu, d'une peinture très connue. Il s'agit de La persistance de la mémoire de Salvador Dali, qui est probablement son œuvre la plus connue. Je tiens à dire que je comprends tout à fait la fascination, l'engouement autour de Salvador Dali et de son œuvre. Voilà, je peux même lui reconnaître son talent, qu'il soit technique ou imaginatif. C'est un artiste, un vrai artiste qui avait beaucoup d'imagination, et ça se retranscrit dans ses œuvres. Néanmoins, je l'ai mis dans les œuvres que je n'aime pas, alors pas du tout au même titre que Picasso ou que Kandinsky, mais parce que voilà, j'ai un peu de mal avec le surréalisme, avec l'absurde en fait. J'aime percevoir le beau au premier coup d'œil, et là, en l'occurrence, sur cette peinture, ça me saute pas aux yeux, je la trouve pas spécialement belle. Néanmoins, encore une fois, je vois l'intérêt qu'il y a à analyser les œuvres de Salvador Dali, parce qu'il y a toujours plein de messages. Voilà, ce tableau, il aborde les thèmes du temps, de l'inexorabilité du temps, entre autres. C'est intéressant. Néanmoins, je pense qu'on aurait pu les représenter d'une plus jolie façon, tout simplement. Comme j'ai dit avant, je mets vraiment une hiérarchie. Moi, je suis comme ça, je mets une hiérarchie dans les œuvres d'art. Et vous voyez, vous avez Big Peace, Kandinsky, ce genre d'œuvre, vraiment qui est en bas. On a ensuite Basquiat, qui est vraiment assez enfantin, mais ça représente quand même quelque chose. On a Picasso, qui sait peindre, mais qui peut-être volontairement fait un truc un peu différent. Et Dali, que je mets quand même au-dessus. Moi, Dali, c'est... Avant, j'aimais pas du tout. Maintenant, j'ai un peu évolué sur ce sujet. Je déteste pas Dali. Je trouve il y a quand même... Moi, je trouve une certaine beauté dans certains trucs. Exactement, oui, exactement. Il y a certains tableaux que je peux trouver beaux. Là, mais c'est vrai que c'est absurde, par contre. Oui, je vous en ai mis un autre
qui est également très connu avec les éléphants. C'est toujours aussi absurde, mais voilà, avec ce soleil couchant, etc. Puis, c'est vrai qu'il y a toujours des idées originales qui sont plutôt bien mises en scène. Techniquement, c'est souvent assez réussi. Donc voilà, moi non plus, je déteste pas Salvador Dali, c'est juste que c'est pas... Ouais, c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. Moi non plus. 9e et donc avant-dernière œuvre que je vais présenter, il s'agit du Jardin des délices de Jérôme Bosch. Donc Jérôme Bosch, c'est un primitif flamand, c'est un des peintres que je préfère, je pense. J'aime beaucoup vraiment cet univers absurde mais beau, il y a une beauté chez Jérôme Bosch. Donc là, ce tableau, il est divisé en 3 parties. Une première partie qui est l'Éden, la création du monde, le paradis. Une deuxième partie qui est la terre et le péché, voilà, les hommes qui pêchent. Et la troisième partie, la conséquence, qui est l'enfer. Donc moi, je vais plutôt me concentrer sur la troisième partie, forcément, l'enfer. Comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant, c'est celle qui me marque le plus. Alors il y a plein de trucs que j'aime beaucoup dans cette œuvre. C'est un bordel sans nom. Il se passe des trucs partout. Où que tu regardes, il se passe quelque chose de bizarre, d'étrange, que tu comprends pas. C'est pas forcément tout le temps horrifique, mais c'est tout le temps bizarre. On a cet arrière-plan sombre, avec des châteaux, des maisons, des volcans, on dirait des maisons dans les ténèbres, des maisons enflammées, on dirait il y a des volcans peut-être en éruption, enfin, il se passe quelque chose de très très sombre. On a ensuite des couteaux qui coupent des oreilles ou des langues, on a un homme, une créature humanoïde coupée en deux. On a des hommes un peu partout, on sait pas ce qu'ils font. On a au premier plan un insecte sur une sorte de trône qui est peut-être l'intendant des enfers, le roi insecte, on sait pas. Il se passe des choses partout. J'ai présenté un petit peu avant le Pandémonium, qui est une autre vision de l'enfer, plus sombre, plus réaliste. Là, on est dans une autre vision, beaucoup plus absurde, mais vraiment pas moins effrayante. C'est intéressant comme vision de l'enfer. Peut-être que l'artiste a voulu mettre dans sa toile un peu toutes les références et les inspirations qu'il avait à son époque. C'est très intéressant. Et pour ma dernière œuvre, j'ai choisi une œuvre très connue, La Grande Vague de Kanagawa, de l'artiste Hokusai. Ok, oui. Voilà, que vous connaissez tous, je pense, qui a été maintes et maintes fois reprise. J'aime beaucoup cette œuvre, c'est probablement la plus célèbre des estampes japonaises. Clairement. Il faut savoir qu'elle fait partie d'une série d'estampes qui représente différentes vues du mont Fuji, qui est la plus haute montagne du Japon. Et donc voilà, Hokusai, l'artiste qui a peint cette estampe, a fait toute une série d'estampes sur le mont Fuji. Et sur cette toile, on voit au fond le mont Fuji, qui est vraiment en arrière-plan. Et il fait partie des 3 éléments qui composent cette estampe, donc le mont Fuji, la grande vague, et les deux bateaux, les trois bateaux, avec les hommes à leur bord, qui filent vraisemblablement vers un destin assez tragique. Cette toile, elle peut nous évoquer plein de choses, au-delà du fait que je la trouve très jolie. Voilà, on a cette vague comme une sorte de main qui vient prendre peut-être la vie de ces marins. Cette toile serait une métaphore du yin et du yang. À savoir également que le sens de lecture japonais n'est pas le même que chez nous. Donc, peut-être que pour les Japonais, les barques se dirigent justement vers la grande vague. Ce qui n'est pas le cas pour nous, en tout cas on ne le lit pas de la même façon, donc c'est intéressant également d'avoir ce point de vue. Je vous mettrai d'autres exemples d'estampes de Hokusai sur le mont Fuji qui sont beaucoup plus paisibles et beaucoup moins destructives. J'ai toujours beaucoup aimé les estampes, alors ça change vraiment de notre art européen, mais j'aime bien ce type de diversité qui est vraiment... Voilà, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même manière de faire de l'art, mais ça s'apprécie tout autant. D'autant que là, en plus, c'est le Japon, c'est pas un autre pays européen qui a quand même des paysages semblables aux nôtres. Là, c'est vraiment tout un univers, des paysages, une manière de faire, une tradition qui n'a rien à voir avec la nôtre.
C'est très intéressant. Toi, t'as terminé par quelque chose de beau. Moi, ça va pas être le cas. C'est la pire de mon classement, je pense. Ah oui. Di Umano de Emilio Vedova. Je saurais même pas classer entre celle-là et celle de Kandinsky que tu as montré tout à l'heure. Laquelle... ouais, je comprends pas trop en fait quel est le... Moi, je trouve ça moche. Voilà, je suis désolé. Oui. Je juge, c'est moche, c'est pas beau, c'est... Il a regardé, il a fait ça. Ça fait penser au sketch des Inconnus avec c'est Didier Bourdon qui joue un sculpteur roumain et qui il regarde pas, il fait des trucs et il met un prix exorbitant sur son œuvre. Ouais. Bah là, c'est vraiment ça. Ça, je l'ai vu au musée, bah, ça doit être au musée de Tokyo, comme Big Peace. C'est vrai que c'est laid, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est de l'art abstrait, mais... J'ai toujours, alors c'est peut-être un peu méchant, mais j'ai toujours le truc de me dire que ces gens, ils veulent rien représenter, et qu'ils se disent, allez tiens, je fais n'importe quoi, et ça va se vendre. En fait, les gens, ils vont imaginer, ils ont qu'à imaginer quelque chose, c'est eux qui feront le travail à ma place, et hop. C'est un peu ça. C'est peut-être un peu méchant de penser ça, mais franchement, des fois, j'ai de sérieux doutes. Là, il y a vraiment rien, quoi. Il n'y a pas de recherche, c'est juste... je fais n'importe quoi, et les gens, ils imagineront quelque chose. Encore une fois, si vous trouvez quelque chose dans cette peinture, qu'elle vous évoque un truc, dites-le nous en commentaire, hein, mais bon. Donc voilà, c'était nos 10 peintures, un choix de 10 peintures, non pas préférées, hein, pas du tout, mais qui nous ont marqué, certaines qu'on adore, certaines qui sont un peu spéciales et qu'on voulait évoquer, et d'autres qu'on n'a pas du tout aimées. On avait envie, voilà, de parler un peu de quelque chose qu'on n'a pas encore abordé sur notre chaîne, en tout cas de cette manière-là. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos de ce genre. Voilà, on a fait la littérature, on a fait la peinture. On peut faire d'autres choses. On pourrait même faire un épisode 2, pourquoi pas, vraiment, dites-nous. Bien sûr, il y a du choix. Hein. Nous, on prend du plaisir à écrire et à tourner ces vidéos, donc vraiment, n'hésitez pas à nous dire, à nous donner des thèmes, et puis à nous donner votre propre top en commentaire. Ouais, aussi, des œuvres qui vous ont marqué, positivement ou négativement. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un j'aime, à partager. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et à la prochaine.